Comment ça va? Je pars du travail, là. Avant de rentrer, je passe à Western Union pour t'envoyer de l'argent. J'y serai dans une demi-heure. Parfait. Merci. Les gens qui souhaitent envoyer une partie de leurs revenus à leurs proches ont besoin d'un intermédiaire. Les sociétés de transfert d'argent sont nées pour permettre aux consommateurs d'envoyer des fonds. Aujourd'hui, c'est un secteur solide et prospère qui pèse très lourd dans l'économie mondiale. Et grand avantage, vous pouvez envoyer de l'argent presque partout dans le monde. Par exemple, un transfert entre un petit village au fin fond du Mexique et Tombouctou au Mali prend à peine 10 minutes. Les investisseurs savent bien qu'il y a très peu de risques à faire du commerce autour des flux migratoires. Western Union est le leader sur le marché des transferts de fonds. Il repose sur un modèle économique solide qui génère des revenus grâce aux commissions prélevées sur les sommes d'argent que les migrants envoient à leurs familles. Sur les 400 milliards de dollars que représentent les transferts d'argent au niveau mondial, 80 milliards passent par les tuyaux de Western Union. Les personnes qui souhaitent investir dans Western Union se posent toujours les mêmes questions. Quel est le volume de leur chiffre d'affaires récurrent? Repose-t-il sur le prélèvement d'une commission ou l'octroi de crédit, plus risqué? Leur modèle d'entreprise vise simplement à faciliter la circulation de l'argent dans le monde. J'ai 8 enfants qui vivent à l'étranger. 6 sont à Miami, 1 est à New York et 1 en Virginie. Ils nous envoient tous un peu d'argent, ce qui nous permet de faire face à 80% des dépenses ménagères. Ce n'est pas facile de vivre loin d'eux. Mais d'un autre côté, s'il n'était pas parti, ma femme ne serait plus en vie à l'heure qu'il est. Je m'appelle Brando. Je travaille pour une entreprise de construction à Miami et je gagne 14 $ de l'heure. J'ai quitté le Honduras en 1997. J'envoie de l'argent à mes parents au pays. Ça leur permet d'acheter de la nourriture et aussi les médicaments pour ma mère, qui souffre de diabète. Je crois que le secret du succès de Western Union réside dans le lien affectif qu'ils ont su tisser avec les migrants. C'est assez fascinant. Dans la plupart des pays d'origine, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, les services de télégraphie appartiennent à l'État et sont affiliés aux services postaux.
elles sont assimilées à un service public. Effectuer un transfert d'argent par leur intermédiaire est perçu comme sûr. Les gens ont la conviction qu'ils ne risquent pas de se faire avoir. En dehors des États-Unis, les gens s'imaginent que Western Union est une entreprise gouvernementale. Or, ce n'est pas le cas, et ça ne l'a jamais été. Mais par analogie avec leur propre pays, les migrants qui souhaitent envoyer de l'argent à leur famille croient que Western Union est le système public américain de transfert de fonds. Charlie Barnett and his band, the best band in this land. Billy boo ba ba doo 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 ba boo blee blue ooh billy bop billy bop billy bop billy bop billy bop. À l'époque, en 1980, il y avait très peu de transferts d'argent. D'ailleurs, ça n'existait même pas. Les banques américaines ne voulaient pas avoir affaire avec les banques mexicaines. Les migrants confiaient alors de l'argent à un proche. Celui-ci passait la frontière mexicaine avec une dizaine ou une quinzaine d'enveloppes, contenant chacune 100 ou 200 $. Ma femme et moi avons fondé une entreprise de télégramme basée à Los Angeles afin de pouvoir envoyer de l'argent à l'étranger. À nos débuts, on faisait peut-être 30 ou 40 transactions par jour. Rapidement, on est passé à 100, à 500, puis à 1000, pour terminer à 5000 par jour. C'est grâce à nous si le système de transfert d'argent existe en Californie. Et pour tout vous dire, je crois bien que Western Union a en partie copié notre système de fonctionnement. 340. Cash. 501. 501. J'envoie 700 € à ma femme et 300 € à mes parents. Je vis dans la maison de mon chef et je ne paye pas de loyer. Mes parents sont agriculteurs. Ils cultivent leur riz et leurs légumes. Ils n'ont pas d'autres revenus. Ces 300 € servent à subvenir à leurs besoins. Ça leur fait aussi un peu d'argent de poche. J'envoie les 700 € restants à ma femme. Ce n'est pas facile pour elle, parce qu'elle doit s'occuper de notre enfant. Avant, elle dépensait beaucoup pour les vêtements. En Chine, j'étais cuisinier. Ce n'était pas un très bon travail et je ne gagnais pas grand-chose. Alors j'ai réfléchi à mon avenir. Je voulais me marier et acheter une maison, mais je ne savais pas où trouver l'argent nécessaire. Plusieurs habitants de mon village ont pu se marier et construire une maison après avoir travaillé quelques années à l'étranger. Ils sont revenus en Chine riches et prospères. Tout le monde les enviait. Comme j'étais jeune, je me suis dit que je pouvais faire comme eux.
Les gens quittent leur pays dans l'espoir de trouver ailleurs une façon d'assurer leur subsistance. Mais auparavant, ils doivent évaluer si le jeu en vaut vraiment la chandelle, par exemple en tenant compte du coût de la vie. Au Nicaragua, une douzaine d'œufs coûte 1,40 $. Au Costa Rica, elle coûte 1,85 $. À Washington, elle est à 2 $. Et en Allemagne, peut-être à 2,10 $. Il y a une homogénéisation du coût de la vie concernant les aliments de base. Le lait, les œufs, le bœuf, le riz, les haricots et même le maïs sont devenus tellement chers que les dépenses courantes peuvent être similaires dans le pays d'origine des migrants et à Washington. Les gens qui gagnent 300 ou 500 $ par mois ne s'en sortent plus. C'est ce déséquilibre qui est à l'origine des flux migratoires. $800 pour le loyer, 100 pour l'électricité, 400 pour la nourriture, 100 pour le téléphone, plus 100 $ que j'envoie à ma famille au Honduras. Ça fait 1860 $ au total. Je gagne 1900 $ par mois. Ce qui signifie qu'il ne me reste que 40 $. Il est difficile de rattacher les fluctuations d'activité de Western Union à des événements précis. Le printemps arabe, par exemple, a été un grand bouleversement qui a poussé une partie de la population égyptienne à quitter le pays et à se réfugier en Italie. Cela a contribué à augmenter l'activité de Western Union entre ces deux pays. Mais c'est surtout la démographie qui a une influence sur les résultats de Western Union. Je pense notamment aux moins de 30 ans, qui sont nombreux dans le monde à rechercher un emploi. La différence de revenus entre les pays est aussi un facteur très important. Les habitants des pays les plus riches, comme ceux du G7, gagnent en moyenne 16 fois plus que les habitants d'un pays en voie de développement. Les événements tels que le printemps arabe, je les considère plutôt comme des catalyseurs. Ils entretiennent les flux migratoires. Mais la grande main invisible qui pousse les populations hors des frontières, ce sont la démographie et les écarts de revenus. Ces deux facteurs sont déterminants. Ma situation au Népal était compliquée financièrement. Mon mari ne peut plus travailler. Moi, j'étais employée dans un petit magasin, mais ça ne suffisait pas à couvrir nos besoins. Alors je suis venue ici. Ces dernières années, l'inflation a été très forte à Katmandou. À une époque, les loyers étaient très bas. Aujourd'hui, il faut compter entre 3 000 et 4 000 roupies par mois pour une chambre, soit une trentaine d'euros. Un œuf coûtait 5 roupies, maintenant c'est le double. Le prix des légumes a aussi beaucoup augmenté. Le riz coûtait entre 30 et 35 roupies le kilo. Aujourd'hui, il faut plutôt compter 60, voire 70 ou 80 roupies suivant les endroits. La vie est devenue très chère.
Notre agence est située dans un quartier périphérique de Dubaï, où vivent beaucoup d'ouvriers. Nous avons donc une grosse clientèle. Je crois ne pas me tromper en avançant le chiffre de 200 000 clients. Sur les 400 $ que gagne en moyenne un ouvrier, 300 sont transférés à sa famille. Nous sommes agents pour différentes sociétés de transfert, Western Union, Express Money, Speed Remit et d'autres encore. Notre travail, c'est de conseiller nos clients sur la société la plus adaptée pour eux, en fonction du pays vers lequel ils souhaitent transférer leur argent. 328 euros, yen, dollar, peso, 500 pound, 501 dinar, money, 501 cash. L'intensification de la concurrence a modifié le secteur des transferts d'argent. Dans certains pays, le marché était saturé en raison d'un nombre trop important de sociétés de transfert, ce qui a mené à une fragmentation de ce marché très concurrentiel. Cette fragmentation évolue au fil du temps. Il arrive par exemple que certaines sociétés fusionnent ou soient aspirées par de grands groupes. Ces 10 dernières années, Western Union a racheté plusieurs sociétés. Je pense notamment à Orlandi Valuta ou à Vigo, pour ne citer qu'elles. En 1986, MoneyGram a fait son entrée sur le marché en cassant les prix pour attirer nos clients et ceux de Western Union. Il clamait haut et fort « Envoyez 300 $ pour 10 $ seulement ». À l'époque, les agents ne respectaient pas leurs contrats. Pourquoi? Tout simplement parce que si un agent faisait 200 transactions par mois au nom de ma société, MoneyGram faisait tout pour le récupérer. Il lui promettait des primes ou des congés supplémentaires s'il abandonnait Orlandi Valuta pour MoneyGram. C'est comme ça que la guerre entre les sociétés a commencé, quand elles se sont mises à essayer de voler les agents des autres. Certains agents changeaient de société 2 à 3 fois par an. Ils cassaient notre contrat, se liaient à MoneyGram, revenaient chez nous pour ensuite aller chez Western Union. Ça n'a l'air de rien de perdre un agent. Et pourtant, ce n'est pas anodin. Un agent qui fait 3 000 $ de bénéfices par mois pour lui-même en rapporte 6 000 à la société. Je me souviens, un jour j'étais au Mexique pour une conférence sur les immigrés mexicains vivant aux États-Unis. Je me suis trouvé à court d'argent. Alors j'ai appelé un de mes associés aux États-Unis pour qu'il me transfère 200 $. Ce qu'il a fait en passant par Western Union. Je m'attendais à recevoir 2000 pesos, mais je n'en ai eu que 1600. C'est par un client et ami, Luis Pelayo, que j'ai eu affaire à Western Union pour la première fois. C'était à la fin des années 90. Il m'a appelé pour se plaindre. La somme qu'un collègue lui avait envoyée via Western Union au Mexique avait été nettement tronquée.
J'ai commencé à me pencher sur le fonctionnement de la société et je suis allé jusqu'à leur intenter un procès. C'est comme ça que ma relation avec Western Union a débuté. En revenant aux États-Unis, j'ai tout de suite contacté un ami qui avait occupé un poste de responsable chez Western Union. Il m'a dit, « Leur fonctionnement est complexe, tu ne comprendrais pas. » Et je lui ai répondu, « Oh, que si, je comprendrais. Et je compte bien récupérer mes $40. » Une publicité que l'on retrouve souvent dans les communautés latino aux États-Unis représente un paysan mexicain tout sourire avec le slogan « Envoyez jusqu'à $300 au Mexique pour seulement $12 ». Ce qui est vrai, la commission de service de la société s'élève bien à $12. Par contre, ce qui n'est pas dit aux clients, c'est qu'elle gagne beaucoup plus d'argent sur chaque transaction grâce au différentiel de taux d'intérêt entre les devises. Nous avons accusé Western Union d'arnaquer ses clients en leur faisant croire que ces frais s'élevaient à $12, alors qu'en réalité, la société empochait $30. C'est pour ça qu'on leur a intenté un procès. Les clients n'étaient pas au courant de ce coût caché pour eux. On parle de milliards de dollars conservés secrètement par une entreprise déjà scandaleusement riche. Le tribunal a obligé 3 sociétés de transfert d'argent à rembourser $450 millions à leurs clients. Le procès visait Western Union, MoneyGram et Orlandi Valuta. D'ailleurs, cette dernière appartient aujourd'hui à Western Union. C'est assez vicieux parce que Western Union possédait MoneyGram au moment du procès. La division antitrust du département américain de la justice a obligé Western Union à céder MoneyGram, ce qu'ils ont fait. Mais 1 an plus tard, ils ont acheté la 3e plus grande société du marché, Orlandi Valuta. Pour résumer, ce secteur, c'est un peu Western Union et les 7 nains. Salut maman, comment tu vas? Je viens de t'envoyer $100 par Western Union. Je te donne la référence du transfert. 20, 65, 73, 89, 10. Oui, $100. Prends bien soin de toi, maman. Chaque filiale de Western Union est reliée à l'une de leurs banques et les bénéfices issus des transferts sont remis sur des comptes de dépôt. Tous les agents Western Union ont donc de l'argent placé sur un compte, qu'ils travaillent dans un pays receveur ou dans un pays expéditeur. Western Union avait pour habitude de retarder un peu l'expédition de l'argent des clients pour encaisser un maximum d'intérêt, puisqu'ils sont calculés au jour le jour dans les banques. Mais aujourd'hui, la concurrence est féroce et beaucoup de sociétés promettent à leurs clients de transférer leur argent en moins de 2 heures. Western Union a donc bien été obligé de s'aligner. Transférer l'argent en moins de 2 heures était sûrement leur dernier souhait. Encore aujourd'hui, sur leur site internet, ils vous proposent différents tarifs, suivant la rapidité à laquelle les bénéficiaires récupèrent l'argent. Dans notre village, 70% des habitants sont des jeunes.
Cette proportion a tendance à diminuer, car beaucoup quittent le pays. Mais tous ne réussissent pas à passer la frontière, et ils reviennent alors la mine défaite. Parfois, on voit partir des groupes de 30 personnes. Certains décident de voyager seuls, d'autres de payer un coyote, un passeur. Il arrive que des familles payent tellement cher pour envoyer leurs enfants à l'étranger qu'elles doivent vendre leur maison. Dans le temps, les gens ne rêvaient pas systématiquement de partir aux États-Unis. Les problèmes d'argent, par contre, il y en a toujours eu. Mais on avait plus de solutions qu'aujourd'hui. On pouvait toujours travailler la terre. On produisait notre propre nourriture. Et on faisait aussi du troc avec les producteurs de lait, de fromage, de viande. Là, on est dans un quartier pauvre, à fort taux de criminalité, et où il y a beaucoup de logements collectifs. C'est ici qu'on avait repéré une maison de passeurs. Ils avaient enfermé les clandestins à l'étage pour qu'ils aient encore moins de chances de s'échapper. Quand on est entré dans la maison, 2 des 6 passeurs armés ont tenté de s'enfuir par la porte de derrière. Mais nos hommes les ont rattrapés. Les fenêtres à l'étage étaient toutes barricadées de l'intérieur et verrouillées de l'extérieur, pour qu'aucun clandestin ne puisse s'évader. Dans une des chambres, on a trouvé 4 femmes et un enfant de 5 ans, et les hommes d'origine latino étaient entassés dans 2 autres chambres, en sous-vêtements. Comme d'habitude, les passeurs leur avaient pris toutes leurs affaires, vêtements, chaussures, pour les rendre encore plus vulnérables et les dissuader de s'enfuir. Quelqu'un qui court à moitié nu dans la rue n'est pas vraiment discret. Il y avait 36 personnes dans la maison, ce qui représente un gain de 90 000 $, 2 500 $ par clandestin. Mais ce n'est rien comparé à la haute saison, où il peut y avoir jusqu'à 10 000 transferts de clandestins par semaine. Plusieurs choses nous ont menés à privilégier la piste du blanchiment d'argent.
Mais ce qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est la forte proportion d'activités illégales aux abords de la frontière. Des quantités d'argent disproportionnées entraient dans l'État sans explication commerciale directe. Nous ne comprenions pas pourquoi Western Union avait 100 fois plus d'argent qui entrait en Arizona que d'argent qui en sortait. L'analyse des flux a révélé que 500 à 600 millions de dollars étaient transférés chaque année entre l'Arizona et le Mexique. Cet argent correspondait au coût du transport. Il revenait au passeur, qui lui-même payait les chauffeurs, les gardes ou les propriétaires des maisons de passeurs. C'est une activité extrêmement coûteuse et les bénéfices restants étaient envoyés au Mexique. Mais on ne s'est pas arrêté là. En analysant en profondeur le fonctionnement de l'industrie du transfert d'argent, on s'est rendu compte que les agents étaient payés en fonction du nombre de transactions effectuées dans leur boutique et qu'ils touchaient des primes s'ils faisaient partie des plus dynamiques. Des individus vénaux et peu scrupuleux acceptent de fermer les yeux sur certaines choses. Mais ils ne se rendent pas compte qu'indirectement, ils favorisent les homicides ou le décès de clandestins. À force d'investigation, on a découvert que, grâce aux passeurs, les responsables d'agences de transfert d'argent savaient que la quantité de transactions augmentait à certaines périodes de l'année, en raison du nombre d'entrées de clandestins dans le pays. On a focalisé notre enquête sur les transferts par virement télégraphique, la méthode de paiement préférée des passeurs. C'est rapide, pratiquement anonyme, et ils sont sûrs d'avoir l'argent au moment où les clandestins quittent la maison du passeur. C'est Western Union qui a sollicité notre cabinet, parce qu'on avait gagné notre précédente action en justice contre eux. Des responsables de la société sont venus nous exposer leurs problèmes. Les autorités de l'Arizona étaient en train de les mettre sur la paille. Ils nous ont fourni des informations sur leurs clients, des copies de mandats de perquisition émis à leur encontre. On avait les preuves en main que certains agents Western Union étaient corrompus et qu'ils avaient conclu des arrangements illégaux avec des passeurs. Les autorités policières de l'Arizona savaient que les criminels utilisaient les agences de transfert d'argent à des fins illégales. Elles avaient observé que le trafic de clandestins et dans une certaine mesure le narcotrafic entre le Mexique et l'Arizona était plus important au printemps et à l'automne. La raison est simple. Les conditions climatiques dans le désert de Sonora sont trop rudes en hiver et en été. La police s'est donc mise à intercepter toutes les transactions d'un montant excédant 500 $ qui entraient en Arizona au printemps et à l'automne. Puis toutes les transactions en provenance des États-Unis vers le Mexique, jusqu'à ce que la justice mette fin à ces saisies. Au début de l'enquête, nous avons travaillé en bonne collaboration. Western Union ne voulait pas, ou du moins prétendait ne pas vouloir, que ces agents soient mêlés à des activités illégales. Et nous voulions remonter à la source de l'argent sale. Mais nos rapports se sont dégradés au fil du temps. En effet, nous avons continué à enquêter après que les passeurs ont arrêté d'envoyer de l'argent en Arizona. Nous supposions que l'argent sale était transféré à des agents mexicains, lesquels appelaient les passeurs en Arizona pour les informer que le paiement avait bien été effectué.
Western Union s'est fait beaucoup de mourons à propos de cette enquête. Ils ont même accepté d'abandonner les poursuites engagées au nom de leurs clients pour que l'investigation prenne fin. Il ne faut pas raisonner de manière manichéenne à propos de ces grandes entreprises internationales. Leur but est simplement de faire de l'argent. Leur travail consiste à maximiser leurs profits pour leurs actionnaires. Point. Peu importe par quel moyen. Et c'est le cas de Western Union. Il n'y a pas beaucoup de travail au Honduras. C'est un pays très pauvre. C'est pour ça qu'autant de gens cherchent à venir ici, aux États-Unis. Une fois qu'on y est, on travaille dur. On se bat pour avancer. On sait qu'un jour, Dieu nous aidera à obtenir des papiers. Il faut savoir être patient. Bonjour et bienvenue. Écrivez-moi votre nom complet dans la case numéro 6. C'est Johnny Walter ou Walter Johnny? Johnny Walter. Pour quelle raison avez-vous quitté le Honduras? Insécurité, menace ou chômage? Chômage. Pour quelle raison avez-vous été expulsé? Pour avoir conduit sans permis. Ils nous menottent les mains et les pieds et ils nous mettent dans l'avion. Une demi-heure avant d'atterrir au Honduras, ils nous détachent. Si on poursuit sur cette lancée, le nombre d'expulsions pourrait dépasser les 40 000 cette année. Mais on estime qu'environ 500 Honduriens cherchent chaque jour à quitter le pays. Il y a donc 2 fois plus d'émigrés que de citoyens expulsés. C'est la 4e fois que je me fais expulser. Mais j'y retourne à chaque fois parce que mes enfants vivent là-bas. Même si je n'en ai pas franchement envie. Certaines études ont montré que les migrants qui vivaient dans le pays depuis un bon moment, qui s'étaient bien intégrés et qui auraient pu avoir une situation plus stable, ont quand même été expulsés. Apparemment, la stratégie consiste à renouveler la population issue de l'immigration parce que les nouveaux arrivants demandent des salaires plus bas et sont plus disponibles que les immigrés qui ont régularisé leur situation. J'envoyais 100 ou 200 $ à ma mère. Elle était contente, ça la soulageait. Il existe plusieurs façons d'envoyer de l'argent. Moi, j'utilisais Western Union. Western Union, c'est une agence de transfert. Si j'envoie 200 $ chez moi, ça me coûte 30 $. Si j'en envoie 300, ça m'en coûte 20.
Quand on découvre des restes humains dans le désert, nous ne pouvons jamais identifier formellement la personne, étant donné que les clandestins voyagent avec des faux papiers. Un Guatémaltèque ou un Hondurien va plutôt se faire passer pour un Mexicain. Parce que s'il se fait prendre par un garde-frontière et qu'il est renvoyé dans son pays d'origine, il aura moins de route à faire pour retenter de passer la frontière. Nous décomptons en moyenne 176 morts de clandestins par an. 2010 a été l'année la plus noire, avec 225 décès. L'an passé, il y en a eu 156. Et pour le moment, en 2013, on en a déjà recensé 102, soit un peu plus que l'année dernière à la même période. En moyenne, il y a 10 à 20 décès par mois. Tout du moins, nous retrouvons 10 à 20 corps par mois, que nous supposons appartenir à des migrants. Et en été, ces chiffres explosent. La main-d'œuvre suit les capitaux. C'est pour cette raison que les migrants latino-américains choisissent les États-Unis, que les Africains partent en Asie, etc. Les gens vont là où il y a du travail. Les migrants vivent dans l'ombre, mais il y en a partout, dans tous les pays. Et c'est justement parce qu'ils vivent dans l'ombre qu'ils n'ont pas accès à certains services un peu sophistiqués, typiques des classes moyennes, comme un compte bancaire par exemple. Les migrants ne peuvent se fixer nulle part. Mettre leur argent sur un compte bancaire, cela les empêcherait de partir rapidement si une nouvelle opportunité de travail se présentait ou si les services de l'immigration leur tombaient dessus. Ils sont donc bien obligés d'utiliser ces sociétés offrant des transferts rapides et sans engagement qui leur permettent d'envoyer de l'argent à leur famille. Les migrants utilisent Western Union comme une banque. C'est un peu comme la supérette de quartier. C'est hors de prix, mais c'est pratique. On ne vous pose pas beaucoup de questions. Il n'y a pas besoin de compte bancaire et on n'est pas obligé de dire la vérité. Vous pouvez leur donner un faux nom et même vous faire passer pour moi, du moment que vous présentez une pièce d'identité à mon nom. Tout ce qui les intéresse, c'est votre argent. Ils l'envoient où vous voulez, font du profit sur la transaction et vous disent au revoir. Avant, quand j'envoyais 1000 € à ma famille, ils recevaient 10 000 yuan. Maintenant, avec le taux de change, ce ne sont plus que 8 000 yuan. À la suite de nouvelles réglementations internationales, le cours du yuan a augmenté et le taux de change n'est plus aussi intéressant qu'avant. C'était mieux l'année dernière. Avec le même salaire, je pouvais envoyer plus d'argent à ma famille. On ressent de plus en plus les conséquences de la crise économique. Depuis un an, le taux de change ne fait que baisser. J'écris un SMS à ma femme pour lui dire que je lui ai envoyé 50 €. Avec MoneyGram, la transaction a coûté 15 €. Je l'appellerai sur Skype plus tard pour être sûr que ma famille va bien et lui dire que j'ai envoyé l'argent. Si les migrants ne transféraient pas d'argent à leur famille,
bon nombre de pays ne survivraient pas. Je pense notamment à Haïti, au Salvador, au Bangladesh. Vous seriez impressionné par les sommes qui sont envoyées chaque année vers ces pays. Beaucoup de familles ne vivent que grâce au transfert d'argent, qui leur permet de payer le loyer, les frais du quotidien et la nourriture, et aussi d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est de l'argent utilisé pour des besoins de base. Ces sommes que reçoivent les familles peuvent également permettre de rembourser des dettes, de mettre un petit pécule de côté, que sais-je encore. Dans ses dernières campagnes de pub, Western Union a même osé dire que les transferts d'argent étaient la solution pour le développement de l'économie de ces pays. Ils affirment que ces fonds permettent aux migrants d'investir dans leur pays d'origine, et donc de créer de l'activité et des emplois. Souvent, les gens arrêtent de travailler et ne comptent que sur les envois d'argent. C'est une tendance qui a été constatée dans plusieurs pays. Les gens ne travaillent que si leur salaire dépasse le montant envoyé par leurs proches. Les transferts sont une source de revenus qui permet de dynamiser un peu l'économie locale. Dans certains pays à fort taux d'émigration, on constate même une augmentation de l'investissement immobilier ou de la rénovation des logements. Par contre, un fossé se creuse au sein de la population parce que ceux qui ne reçoivent pas d'argent de l'étranger restent dans une situation d'extrême pauvreté. Les sociétés de transfert d'argent sont d'énormes groupes financiers qui pratiquent des tarifs exorbitants. Apple fait la même chose, mais ça pose moins de problèmes, parce que ceux qui achètent des iPhones et des iPads en ont généralement les moyens. Les entreprises comme Western Union, elles, profitent des travailleurs clandestins qui ne possèdent pas de compte bancaire et dont la situation financière est très précaire. Leurs profits atteignent des niveaux scandaleusement élevés. Peut-on parler d'exploitation? Oui, au sens large du terme. Cette exploitation est-elle illégale? En tout cas, aucune loi ne l'interdit. Je pense que dans 2 ans, si j'arrive à économiser assez d'argent, je pourrais retourner au Népal et ouvrir un petit commerce. Les rêves que j'avais en quittant le Honduras, je n'ai pas réussi à les réaliser. La vie aux États-Unis est très dure pour moi.
Aye, chica. Oh yes.